Je m'appelle Fabienne Lauré, je suis née le 15 juin 1950 à Boinville en Mantois dans le 78. Mais en 1968, je n'étais pas encore revenue dans cette région. J'étais à Paris, j'étais lycéenne, donc j'avais 17 ans et demi. Enfin, j'allais avoir 18 ans. J'étais lycéenne au lycée Hélène Boucher et j'habitais avec ma mère. Mes parents étaient divorcés. J'habitais avec ma mère et mes deux sœurs à République, dans un appartement à République, rue René Boulanger exactement. Mes parents, en fait, avaient été politisés il y a longtemps, parce que après la guerre, mes parents sont rentrés au Parti communiste, tout de suite après la guerre. Mais mon père était communiste, mais il était plutôt d'obédience libertaire. Et je me souviens qu'on soutenait à l'époque, dans les années 50, mes parents, et les débuts des années 60, mes parents soutenaient des Algériens, et puis aussi des Espagnols. Donc je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils les soutenaient, en tout cas c'est sûr qu'on les rencontrait. Et puis après, en 56, il y a eu la Hongrie, ça ils me l'ont expliqué après, mes parents. Et ils ont quitté le Parti communiste, ça les a choqués. L'invasion de la Hongrie et la découverte de ce qu'était le stalinisme. Ils n'étaient pas du tout. Bon, ils étaient quand j'étais petite, ils habitaient à Alfortville, donc ils étaient dans une ville communiste. Et c'est là, comme ça, qu'ils sont rentrés en fait au Parti communiste, en fait, en gros. Et 56 pour eux, ça a été une déchirure politique et une déchirure aussi personnelle, parce que quand ils ont décidé de quitter le Parti communiste, ils ont perdu tous leurs copains, tous leurs amis. C'était une famille, le Parti communiste. Il y avait un réseau énorme aussi au niveau social dans les villes communistes qui soutenaient les gens. Mon père, il a réussi à avoir un boulot aussi grâce à des gens qui étaient au Parti communiste. Donc il y avait quelque chose de très fort, un réseau qui n'existe plus. Alors c'est un bien, c'est un mal, je sais, mais en tout cas, il y avait quelque chose de positif. Mais quand on quittait, on était un pestiféré et c'était fini. Donc ils ont réussi, après ils ont déménagé, c'était plus à Alfortville, ils sont allés à Bray-sur-Marne, pas pour ça, mais c'est parce que c'était une opportunité. Ils avaient adhéré au Castor, vous savez, c'est un groupement de gens qui s'organisent pour construire des maisons ou des immeubles, et en fait ils ont assez peu de crédit, et le temps qu'ils passent à travailler, en fait ça participe de l'achat de la maison. Et là, c'était pas une maison, c'était dans un petit HLM à Bray-sur-Marne. Il y en avait deux petits HLM, donc mon père avait participé à construire tous les week-ends pendant, je sais pas, 2 ans, je crois, ça a duré assez longtemps. Voilà. Après, plus jamais mes parents nous ont parlé politique. Déjà, on était petites, mais par exemple, en 68, j'avais quand même 18 ans, et le seul moment où mes parents m'ont parlé politique, c'est plutôt ma mère qui m'en a parlé, c'était en 1967, quand il y a eu la guerre des 6 jours. Ma mère, elle pleurait tout le temps. Et j'avais pas très bien compris pourquoi. Et voilà. Mais sinon, ils nous ont jamais parlé, alors que mon père avait été syndiqué, puisqu'il était devenu journaliste dans une boîte technique de télévision, d'un journal technique de télévision, de radio-télévision. Ça s'appelait Radio-Télévision, d'accord. Et il était syndiqué au syndicat. Mais jamais ils nous ont pas donné d'éducation politique, en fait. Et donc j'étais au lycée Hélène Boucher depuis la 6e. Quand je suis rentrée en 6e, 5e, j'étais pas encore à Paris, j'étais à Bray-sur-Marne. Donc j'étais, voilà, j'ai passé toute mon enfance en banlieue, en grande banlieue. Et j'étais au lycée et j'étais déjà en couple avec Nicolas Dubost. Et on était déjà un peu, comment dire, on s'intéressait un petit peu à la politique, mais pas tant que ça, mais on se disait un peu comme ce que disait l'article du Monde, un peu, on n'était pas dans les milieux tellement militants à l'époque, qu'on suivait un peu la guerre du Vietnam, ça, mais on se disait que il n'y avait pas d'avenir tellement en France, et on avait, c'était Nicolas qui disait, oh, on aimerait bien aller vivre à Cuba, parce qu'à Cuba c'était vraiment voilà, Che Guevara, tout ça, c'était un peu le mythe. Et puis on avait quand même fait un peu des petits trucs, on avait créé un journal lycéen, lui, Nicolas, il était à Henri IV, et on avait créé un espèce de journal lycéen,
où on parlait de sujets et d'autres plutôt culturels. Je me souviens une fois on avait interviewé Frédéric Rossif, ça m'avait bien plu de faire ça. C'était un lycée de filles, uniquement de filles, Hélène Boucher. Il est à Porte de Vincennes. C'est le grand lycée en granit rose qu'on voit quand on va manifester entre Bastille et Nation, République et Nation. On passe toujours par là parce qu'il y a les cars se mettent pas loin. Voilà, donc je suis contente de le voir à chaque fois. À côté, il y avait un autre lycée qui jouxtait, qui s'appelait Maurice Ravel, qui était un peu plus libre que le nôtre. C'était très très strict, Hélène Boucher. Là, il y avait une super discipline. Voilà. On avait, voilà, on avait beaucoup d'interdictions. Interdiction de mettre des pantalons, de mettre des talons aiguilles, sous prétexte que ça abîmait les parquets, interdictions de se maquiller, et puis évidemment il fallait mettre des blouses, comme dans beaucoup de lycées de filles, la blouse beige une semaine, rose l'autre semaine, voilà, ça changeait toutes les semaines. Et puis bon, on se mettait en rang pour rentrer en classe, enfin c'était vraiment, oui, il y avait une discipline assez stricte. Ma mère était très libre sur la question de la sexualité. Quand j'étais avec Nicolas, que j'ai rencontré à 15 ans, j'étais jeune, en 65, lui, il a voulu qu'on ait des rapports sexuels assez vite. Et c'est vrai que ma mère m'a emmenée au planning familial, alors que c'était interdit la pilule, hein, puisque la loi Neuwirth qui autorisait la contraception, c'était en 1967. Donc à 15 ans et demi, on m'a prescrit la pilule. Parce que ma mère ne voulait pas que je tombe enceinte. Elle avait fait beaucoup d'avortements clandestins qui l'avaient traumatisée, elle me l'avait dit, et elle ne voulait pas que je tombe enceinte. Donc j'ai pris la pilule assez jeune. Et donc sur ce côté-là, il y avait une forme d'idée un peu libre de ma mère. Elle disait qu'elle ne voulait pas on était 3 filles, elle disait mais il ne faut pas vous marier. Bon, elle a été divorcée, elle était un peu... C'est vrai qu'elle a mal vécu son divorce avec mon père. Elle disait, il faut que vous soyez des femmes libres, il ne faut pas que vous soyez attachées à un homme, voilà, il faut votre liberté. Donc elle nous a un peu... Donc on n'avait pas trop de problèmes de ce côté-là. Et puis arrive le 3 mai, on entend parler de ces histoires d'étudiants et tout. Il y a des lycéens dans mon lycée qui viennent nous voir, des lycéens du lycée d'à côté, Voltaire, qui était... Voilà, on voit ça, on était intrigués, on se dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Et ils nous disent, il faut bouger les filles là. Et moi, je prends part, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et avec d'autres copines, je prends part à ça, et on commence à aller dans les classes, et à dire faut arrêter les cours, je me souviens plus trop, mais en tout cas, je sais que j'étais assez en pointe, disons, dans cette mobilisation. J'avais pas tellement peur de parler en public, j'avais été... je sais plus si c'était après ou avant, si j'avais été déléguée de classe, je crois, il y avait déjà des délégués de classe avant, en 68, il me semble, je sais plus. Voilà, et on faisait des assemblées, on faisait des commissions, déjà dans le lycée, mais ça n'a pas duré longtemps. La direction du lycée a mis le holà très vite, et je crois qu'au bout de 3 jours, ils ont fermé le lycée. Et toutes les copines qui s'étaient mobilisées, ben, je les ai plus vues. Et donc, comme Nicolas était à Henri IV, qui est au quartier latin, en plein quartier latin, là, en haut de la montagne Sainte-Geneviève, eh ben, je suis allée au lycée Henri IV. Et donc j'ai participé à beaucoup de choses au lycée Henri IV qui étaient occupées par les lycéens. C'était tout nouveau pour moi, il y avait plein de commissions, il y avait des groupes de discussion, on parlait de plein de choses sur la société, sur notre avenir, sur l'éducation, je me souviens, c'est la première fois alors que mes parents étaient assez libres là-dessus, mais c'est la première fois que j'ai vu un film sur l'accouchement sans douleur. Je n'avais jamais vu. Ça, voilà, sur des sujets comme ça m'avait... Voilà, on parlait aussi des sujets sur l'international, le Vietnam. C'était comme une sorte de... Avec le recul, en me disant que maintenant je suis un peu là-dedans, c'était comme une sorte de petite université permanente populaire, quoi, d'éducation populaire, où les gens venaient, il n'y avait pas spécialement d'intervenants qui apportaient la bonne parole, puisque on remettait en cause la façon d'enseigner, où il y avait un prof ou un chef qui parle et puis les autres qui écoutent bouche bée. Non, on essayait chacun pouvait intervenir, poser des questions, apporter son expérience personnelle. J'ai un très très bon souvenir de cette occupation de Henri IV, qui était aussi un lycée de garçons, mais qui, à l'occasion de mai 68, était devenu mixte, puisqu'il y avait aussi des lycées de filles à côté qui étaient peut-être
c'était peut-être plus difficile à occuper que les lycées de garçons. Donc voilà, donc on a participé aux manifestations qu'il y avait pour soutenir les étudiants, parce qu'au départ ça a commencé comme ça, pour soutenir les étudiants de Nanterre. Au départ, le prétexte c'était que les garçons n'avaient pas le droit d'aller dans les chambres des filles, inversement, etc. C'est un prétexte aussi de mœurs, d'un problème sociétal en fait. La jeunesse bougeait, voulait avoir plus de liberté, et la société, effectivement, ne suivait pas du tout. Donc ça a démarré là-dessus, puis il y avait d'autres sujets, parce qu'évidemment, à Nanterre, il y avait des étudiants qui étaient un peu politisés sur d'autres sujets, sur le Vietnam, sur... voilà. Et donc on allait aux manifestations pour soutenir les étudiants. Donc on allait aux manifestations, on suivait de près tout ça. Ce qui était incroyable, c'est que les informations circulaient d'une manière incroyable. Je ne sais pas comment, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Il y avait la radio. La radio, c'était très très important, parce qu'en fait la radio, donnait, que ce soit Europe 1 ou France Inter, donnait quasiment heure par heure ce qui se passait. C'est pas du tout comme maintenant, quoi. C'était un phénomène important, cette mobilisation des étudiants, parce que ça a commencé par les étudiants, et les lycéens se sont vraiment mis en route quand il y a eu cette solidarité à manifester pour les étudiants qui avaient été emprisonnés à partir du 3 et du 6. Et il y a eu une grande manifestation le 10 mai, avec un rassemblement, ça allait jusqu'à Denfert-Rochereau, et c'était... Moi, j'ai un très bon souvenir. Enfin, c'est un peu vague, mais c'était une ambiance formidable, quoi. Cette jonction entre les lycéens et les étudiants, parce qu'il y avait des lycéens quand même assez jeunes qui venaient, malgré ce que pouvaient dire les parents. Il y avait quand même des lycéens à partir peut-être de ceux qui avaient 14 ans, quoi, 4e, 3e, bon, évidemment, première terminale, bien sûr. Voilà, et le soir, on s'est retrouvés tous au quartier latin. Je me souviens en tout cas de cette nuit, ce qu'on appelait la nuit des barricades. Et je me souviens, avec Nicolas, on était allés pour effectivement constituer les barricades. Et il y avait des personnes, des jeunes qui enlevaient les pavés, parce qu'il y avait plein de pavés partout. Hein. Maintenant, il n'y en a plus des pavés, ils ont compris. Donc, il y avait plein de pavés. On défonçait les pavés, autour des arbres, les grilles et tout ça, pour faire des barricades. Et moi, je me souviens que j'étais dans une chaîne pour donner les pavés, voilà. C'était un peu la nuit. Mais au bout d'un moment, c'était assez joyeux comme ambiance, voilà. C'était pas, voilà. On se demandait pourquoi on faisait des barricades, mais c'était peut-être pour empêcher les flics de passer. Bon, on suivait le mouvement, il n'y avait pas vraiment de... On se disait, bah, ils ont décidé ça, oui, on fait ça, quoi. Mais à un moment, il y a les CRS qui sont arrivés et qui ont voulu, effectivement... arrêter cette construction de barricades. Et là, moi, j'ai eu assez peur. J'ai perdu. On a couru. On était un groupe. On a couru un peu dans tous les sens. Je me souviens, je devais être Roussouflot ou un truc comme ça. J'étais pas très loin de la Sorbonne et du Champollion, par là, dans ce coin-là, de Cimal Champollion. C'était par là. Et en haut du boulevard Saint-Michel, quoi. Un peu, voilà. Et il y a des CRS qui nous couraient après. Moi, j'ai eu très 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 peur, donc j'ai couru, j'ai perdu mon compagnon qui a dû aller ailleurs parce qu'il a fait la fallait se remettre de cette nuit des barricades. C'est là que ça a démarré vraiment le mouvement social national. Il y a eu la manifestation du 13 mai avec les syndicats et effectivement le début des grèves dans les entreprises. Ça a été immense. Je ne sais pas comment on peut compter, il y avait des dizaines de milliers de personnes, mais c'était vraiment impressionnant. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'est le fait qu'il y avait cette jonction entre les syndicats, les travailleurs et les étudiants, les lycéens. Voilà, ça c'était important. Et puis après, ça a continué. Il y avait des manifs tout le temps. Je me souviens, il y avait des manifs quasiment tous les jours, je crois. Comme des spontanés. Il y avait tout le temps des manifs au quartier, en tout cas à Paris. Alors moi j'ai eu la chance entre guillemets, peut-être c'est pas une chance parce que j'ai pas compris ce qui s'était passé en province. Enfin en tout cas dans les grandes villes, il y a eu des manifestations de lycéens et d'étudiants et c'est comme ça que j'ai vécu mai 68. C'était effectivement, tous les projecteurs étaient braqués sur Paris, mais il y avait des choses aussi ailleurs. L'avoir vécu à Paris, pour moi, ça a été impressionnant, oui.
Effectivement, je découvrais plein de choses, plein de gens que je ne connaissais pas, des questions dont on n'avait pas parlé dans ma famille, parce que quand moi j'allais aux manifestations, mon père, lui, il allait dans son quartier, il était à République aussi, de l'autre côté de la place où on était, boulevard du Temple, je crois, et il y avait des comités d'action qui se montaient dans les quartiers. Ça s'appelait les comités d'action. Il y avait les comités d'action lycéens, je ne sais pas si on va parler en 68 ou un peu plus tard, mais en tout cas, il y avait des comités d'action de quartier, et il allait dans ces groupements-là. Donc on a commencé à renouer, et on s'est un peu retrouvé là-dessus. Voilà. Et moi, j'ai découvert aussi, donc en 68, donc les mouvements politiques, les mouvements étudiants, les mouvements lycéens et les organisations politiques d'extrême gauche qui existaient, qui évidemment parlaient beaucoup dans les assemblées. Il y a beaucoup d'assemblées à la Sorbonne, et j'avais été assez impressionnée par les gens des JCR, les Jeunesses communistes révolutionnaires, qui en fait étaient les ancêtres de la LCR après, qui est devenue après la Ligue communiste et aujourd'hui le NPA. Et j'étais impressionnée par Henri Weber, qui parlait très très bien, qui après est passé au PS. Bon, il avait écrit d'ailleurs un livre après qui s'appelait Mai 68, une répétition générale, l'année d'après ou 68. Lui il parlait très très bien, et il y avait aussi Henri Malheur, qui parlait très très bien, je me souviens, et Isaac Joshua, il y avait Krivine un peu, mais c'était pas Krivine qui m'impressionnait le plus, c'était plutôt ces trois-là. Et évidemment Daniel Ben Saïd, qui faisait des discours voilà, très très proches des jeunes. Donc c'était des moments très forts. Alors on allait aussi écouter Sauvageau, Gesmar, tout ça, mais j'étais plus attirée par la JCR, avec mon compagnon Nicolas, et donc au bout d'un moment, on a adhéré au JCR le jour de la dissolution. Et le soir même, on était invité au cercle JCR du 6e arrondissement, et c'était le jour de la dissolution. Voilà. Donc c'était un peu cocasse d'avoir adhéré là. Mais je me souviens de cette ambiance. Quand la grève générale a démarré, tout était bloqué, quoi, en fait. On dit qu'il y a eu 10 millions de grévistes, je sais pas, c'est peut-être 8, 10, mais enfin c'était énorme, ça se comptait par millions. Plein de petites boîtes ont fait grève, parce qu'il y avait beaucoup de petites boîtes. Il n'y avait pas que les grosses entreprises. Ça a commencé évidemment à Saint-Nazaire, à Nantes et tout ça, puis après Renault. Et c'est vrai que tout était bloqué, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de transport. Et on a marché, mais le nombre de kilomètres qu'on a fait dans Paris tout le temps pour se déplacer, et il y avait encore quelques voitures qui avaient de l'essence et qui nous prenaient en stop. Et c'est vrai qu'il y avait une forme de solidarité, de connivence avec les gens qui n'étaient pas forcément en grève, mais qui soutenaient le mouvement. C'était un mouvement très populaire, en fait. Et quand on demandait à aller quelque part, les gens nous amenaient quand il fallait. Mais on a quand même beaucoup marché. Oui. D'abord, les manifestations étaient très très grandes, parce qu'il y avait certainement, des fois, il y a des manifs sans trajet précis. Et puis, même quand il y avait un trajet qui était déclaré, je ne sais pas si on les déclarait à l'époque, ça débordait toujours, ça allait, voilà. C'était très. Il y avait une spontanéité et une espèce de liberté qui était assez enthousiasmante. Et aussi entre les gens, voilà, une espèce de bienveillance qu'on retrouve parfois encore aujourd'hui dans certains mouvements et qui réapparaît, qui était et une envie de partager, de découvrir. Voilà. Ce que je peux dire. J'ai bien aimé le 24 mai, qui s'est terminé aussi par des violences, encore des barricades, des violences. Alors, effectivement, l'histoire des violences, je pense que c'était, et c'est toujours la même chose, c'était parce que la police bloquait le passage des manifestants. C'est toujours comme ça. On empêche les gens d'avancer, de manifester, donc voilà, on bloque les rues, donc forcément après ça fait et les gens veulent continuer. Il y avait ces courants-là qui existaient, je veux dire, on veut avoir une autonomie de pensée, une autonomie d'organisation, et c'est pour ça qu'il y a eu des comités d'action qui se sont créés, et aussi des comités de grève dans les usines, parce que c'est bien d'avoir les deux qui marchent ensemble, mais c'est bien aussi que les gens aient leur propre
réflexion, analyse, et qu'ils partagent. Et c'est pas opposé, mais ça marche ensemble. Alors évidemment, on allait un peu partout parce que dans Paris, c'était, enfin en tout cas au quartier latin, ça bougeait beaucoup. Alors certes, j'allais beaucoup à Henri IV. Au bout d'un moment, non, je crois qu'Henri IV, ils l'ont fermé assez tard. On allait aussi à la Sorbonne, puisqu'il y avait des assemblées à la Sorbonne. Et il y avait beaucoup d'animations. Il y a eu l'Odéon qui a été aussi occupé, le théâtre de l'Odéon, avec tout le milieu culturel, etc. Et puis il y a aussi les Beaux-Arts qui ont fait un travail formidable. Et j'ai découvert plein de choses aux Beaux-Arts. Toutes ces affiches maintenant qui sont de 68, faites en sérigraphie, qui sont magnifiques, et qu'on en a retrouvées. Après, moi j'en ai quelques-unes, notamment sur Flins, sur Renaud Flins. Mais c'est vrai que les gens se prenaient en main et faisaient les choses par eux-mêmes et partageaient. Et chacun amenait ses talents et ses compétences pour le mouvement. Les gens lisaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, et la communication se faisait aussi beaucoup comme ça. Et puis il y a eu un moment cette idée de dire les grèves ont pris le dessus par rapport au mouvement étudiant. Il y a eu un moment important, c'était la manifestation, le grand rassemblement au stade Charletti, qui avait été initié par, je crois, la CFDT, il y avait Mendes France, etc. Il y avait eu un débat là-dessus. Moi, je ne comprenais pas encore trop tous les enjeux de divergence syndicale entre la CGT et la CFDT, cette espèce de concurrence. J'étais pas encore assez politisée pour comprendre ce qui se passait, même au niveau politique, avec les dirigeants de la gauche. Ça me passait un peu encore au-dessus de la tête. Il y a eu un moment où il y a eu... ça, je m'en souviens très bien. Il y a eu une vacance du pouvoir importante, c'était en juin, où De Gaulle, c'était le président. Moi, j'étais plutôt anti-gaulliste. On était tous anti-gaullistes. Et quand il parlait à la radio, dans les manifs, on l'écoutait. On avait toujours le transistor pendant les manifs à côté de l'oreille. Et tout le monde commentait, gueulait quand il disait des trucs, etc. Quand il a parlé de la chienlit ou des trucs comme ça, en parlant des manifestations des étudiants. Et à un moment, la situation était tellement... On aurait pu penser effectivement à cette analyse pré-révolutionnaire, parce que ça basculait, parce que cette grève ne s'arrêtait pas, parce que les manifestations ne s'arrêtaient pas, ça s'étendait, et De Gaulle est parti un soir. Et il y a eu des rumeurs comme quoi l'armée allait intervenir. Je me souviens, on était chez des copains, et on était tous là avec la radio, on écoutait, on se demandait ce qui se passait. Tout le monde était inquiet cette nuit-là. Après, il y a eu une reprise en main, il a réapparu, mais là, il y a eu un moment de flottement. Et il y a eu une reprise en main de la droite, évidemment, avec la grande manifestation du 30 mai aux Champs-Élysées, avec toute la droite qui a dit on va arrêter tout ça, quoi. Voilà. Donc là, c'est là qu'il y a eu effectivement la décision d'organiser des élections législatives. Et c'est là que ça a basculé et que nous, on n'était pas d'accord. En tout cas, ceux qui avaient lancé le mouvement et qui étaient pour un changement de société. Parce qu'en fait, c'était ça qui se passait. On voulait que ça change vraiment. Et le fait qu'il y avait les élections, pour nous, on disait élection trahison. C'était ça. On disait non, tout le monde va rentrer dans l'ordre, les gens vont avoir peur et ils vont voter à droite. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu les événements à Flins, en juin, où il y a eu la mort du jeune lycéen Gilles Tautain, qui a été très très grave, puisqu'il n'y a pas eu, on dit qu'il n'y a pas eu énormément de morts en 1968, mais il y en a quand même eu quelques-uns, d'autres qui sont plus controversés. Il y a eu peut-être un peu 7-8 morts, mais les deux plus connus sont Gilles Tautain, ce jeune lycéen maoïste qui a été en fait quasiment poussé dans la Seine à Meulan par les CRS, et qui n'ont pas réussi à ranimer. Il ne savait pas nager, je crois, il ne savait pas nager. Et puis il y a eu un ouvrier, Pierre Belot, je crois, que c'est à Sochaux, qui a été aussi tué. Il y en a eu 2. Donc il y a eu 3 en gros, mais il y a eu d'autres. Tout ce mouvement-là, pour moi, a été comme une sorte d'électrochoc. Mais pas violent, mais sur cette période-là. Parce que ça a vraiment changé ma vie. Et j'étais partie pour être, voilà, j'étais en littéraire, je me disais, j'étais forte en histoire, donc je vais faire prof d'histoire ou prof de philo. Aujourd'hui, au bout du compte,
tout ce qui a été posé en 68 et tout ce travail que j'ai fait, cet investissement, cet engagement militant à tout niveau, hein, que ce soit dans l'usine ou à l'extérieur, ça continue, que c'est repris, quand on voit les mouvements qui se passent depuis des années, que ce soit la situation est beaucoup plus difficile aujourd'hui, hein, parce qu'il y a des questions énormes comme la question du climat, la question des migrations, la question du sécuritaire, la question de l'emploi. Et c'est beaucoup plus difficile qu'en 68. Les obstacles sont beaucoup plus grands. Il n'y a pas de force politique qui soit crédible pour porter tout ce qui a été porté après 68. Tout est à reconstruire. Mais il y a des prémices qui font qu'il y a des gens qui se battent, qui font des alternatives. Il y a eu ce grand mouvement contre la loi travail avec les nuits debout, qui n'ont peut-être pas forcément abouti, mais qui sont des graines qui sont semées, qui montrent que toutes ces idées-là, toutes ces aspirations, elles existent toujours. De toute façon, c'est impossible qu'elles n'existent pas, parce que face à un système oppresseur et comme le capitalisme actuel, c'est obligé qu'il y ait des gens qui veulent y résister, qui veulent un autre monde que celui-là. Voilà, moi après je me suis engagée, je suis plutôt devenue altermondialiste, mais avec toujours l'esprit révolutionnaire. Je suis à Attaque, je suis syndicat solidaire, etc. Mais c'est vrai que je ne suis plus dans un parti. Je suis revenue à un moment au NPA, mais ça ne me convient pas. Je suis plutôt quelqu'un qui est pour l'unité, des mouvements unitaires, coordonnés, et une parole plus libre et pas des schémas préétablis. Voilà. Donc, et ça, c'était l'esprit, en partie, l'esprit que moi j'ai ressenti en 68 et après. Parce qu'on parle de 68, mais il y a eu la belle décennie d'après. Puisqu'il y a eu l'IP, il y a eu voilà, tous les mouvements qui commençaient, mouvements antinucléaires, les mouvements de soldats, enfin il y a eu des tas de choses qui sont passées dans cette décennie. Il y a eu après beaucoup de conflits ouvriers aussi et sociaux après 68, au moins pendant 10 ans, jusqu'à l'arrivée de la gauche, quoi, de Mitterrand. Je reste toujours dans l'esprit de mai 68, qui est aussi mai-juin, parce que ça a duré 2 mois quand même. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais effacer. Il y a des gens qui veulent le balayer et dire il faut tirer Non, je pense que c'est pas possible. C'est comme la Commune de Paris, on ne peut pas l'effacer. Voilà, c'est pareil. On ne peut pas l'effacer, ça existe. Et il y a toujours cette même volonté de changer le monde. Nickel. Super. Bravo. Ah bon? Ah bah ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, scotché là. Il y a Ah du ouais. souffle. Ah ouais. Du